quoi tu penses, une émission proposée par Marion Richer et Antoine Amrel et réalisée dans les studios de RCF Sarthe par Mathieu Goualard. Aujourd'hui, il semblerait que nous ne puissions plus utiliser le mot nature sans y associer les mots pollution, crise écologique, réchauffement climatique, 6e extinction de masse. Autant d'expressions qui colèrent notre relation à cette nature d'un jour inquiétant, incertain, voire carrément apocalyptique. Le philosophe Bruno Latour constate pourtant que, je le cite, « Nous recevons toutes ces nouvelles avec un calme étonnant. S'il s'agissait vraiment d'une mutation radicale, nous aurions tous été en train de modifier de fond en comble les bases de notre existence. » Alors avec lui, nous nous demanderons pourquoi nous sommes ainsi aveugles, sourds et insensibles. Et quand viendra à tous la conscience de l'urgence des défis qui se posent à nous et des mutations radicales qu'il convient de mettre en œuvre. Alors la nature est aujourd'hui corrompue par nos activités humaines, c'est une évidence. La succession des rapports scientifiques quasi hebdomadaires nous le montre. Mais au-delà de ce constat, ne pourrait-on pas finalement s'interroger afin de savoir si c'est finalement plutôt notre lien à la nature qui est lui-même corrompu? Oui, c'est ça qu'il est passionnant aujourd'hui de découvrir avec le courant d'anthropologie qu'ont laissé derrière eux Philippe Descola et Bruno Latour. C'est vraiment que, certes, voir notre émission sur l'action, il y a un sentiment, il y a quelque chose qui parasite notre rapport à l'action, notamment un sentiment d'impuissance au niveau individuel, sentiment d'impuissance qui se résorbe dès lors qu'on met en œuvre une entreprise collective, au passage. Mais surtout, ce qu'on constate, ce qu'ils ont constaté, c'est que nous n'agissons pas, certes, à cause d'une mauvaise volonté des pouvoirs publics, mais il y a une raison plus profonde que je résumerai de la façon suivante, une formule un peu choc. En fait, la nature ne nous est rien. La nature n'est rien pour nous. Ce qui fait que puisqu'elle n'est rien, il n'y a pas de raison d'agir. Alors comment est-ce qu'on explique ça ? C'est que il faut vraiment penser un héritage des siècles précédents, notamment à partir en profondeur, on peut remonter vraiment loin, en fait, finalement, l'Antiquité, il y a aussi une étape à la Renaissance, mais il y a quand même eu un tournant radical avec, après Descartes, l'héritage de Newton et la conception d'une nature mathématique homogénéisée, etc., on reviendra là-dessus, qui fait que cet héritage de pensée occidentale, généralisé par la mondialisation, elle a finalement créé une crise de la sensibilité au vivant. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on n'est pas sensible au vivant. On est sensible aux affaires humaines, aux histoires humaines, mais là, au fond, la nature qu'on aime bien ne reste qu'un décor. Et ce qui manque, c'est vraiment le lien entre la personne humaine et ce qu'on appelle la nature, on reviendra là-dessus, mais aussi le vivant. Et c'est vraiment cette crise de la sensibilité au vivant dont il faut absolument prendre conscience, et il y a des remèdes, il y a des solutions. Alors peut-être pour entrer dans la réflexion, nous allons entendre un texte de l'historienne de l'art, Estelle Zang, qui a écrit « Apprendre à voir le point de vue du vivant ». Donc ça a été publié chez Actes Sud en 2021. Donc on va écouter le texte et puis on en discute après. La crise écologique que nous traversons ne relève pas seulement d'une crise du vivant, mais d'une crise de nos relations au vivant. Parmi celles-ci, celle qui m'intéresse particulièrement, c'est la crise de notre sensibilité au vivant. Définie à minima, cette crise se manifeste par une limitation dans la gamme d'affects, de percepts, d'imaginaires, de concepts et de relations qui nous relient au monde vivant. Pour saisir cette limitation, observons par contraste à quoi peut ressembler une sensibilité riche à un objet. Prenons un objet aussi trivial qu'un train. Celui-ci bruisse potentiellement d'une multitude d'expériences personnelles et collectives, d'images, de connotations. Il y a une densité de l'objet train, une place propre dans notre espace mental pour cet objet. Un train, c'est simultanément le velours des fauteuils du transsibérien. Cette famille bruyante avec qui l'on a partagé un carré lors de notre dernier aller-retour à Montpellier. Les hobos américains et leurs baluchons dans les wagons de marchandises. Les étreintes interminables sur les quais de gare. L'ambiance feutrée menaçante de l'Orient Express. Le chemin de fer miniature de notre cousin avec lequel on jouait pendant des heures. La liste pourrait être prolongée sur plusieurs pages. Il y a tout cela dans un train. Une infinité d'imaginaires et d'affects mêlés, complexes, contradictoires, et ce, à propos d'un objet qui a fait son entrée dans nos vies il y a un peu plus de 100 ans.
Maintenant, prenons un être vivant, le chevreuil par exemple, animal extrêmement commun, présent partout sur notre territoire, avec qui nous cohabitons en Europe depuis 400 000 ans. Observez ce qui fait surface dans votre espace mental. Comparez. Alors c'est intéressant parce qu'on voit vraiment, elle part de crise de la sensibilité, donc d'une crise relationnelle, et puis cet écart effectivement entre un objet, une construction humaine, et puis le vivant, quoi. Et quel est notre rapport entre les deux, quelle est la différence de rapport? Et dans un cas, on est totalement sec, en fait, on peut en dire très très peu de choses, et dans l'autre, c'est tout un imaginaire qui se crée. C'est ça, il y a une surabondance d'imaginaire, de vision, ce qu'elle dit, une limitation pour le vivant dans notre gamme d'affect, ce qu'on ressent, de percept, ce qu'on voit, d'imaginaire, les images qui se lèvent en nous, de concepts et des relations qui nous relient au monde vivant. Et elle dira aussi que le problème de notre rapport au vivant, donc on pourrait, en commençant le livre d'Estelle Zonck, se décrier, dire pas du tout, je suis un partisan de la nature, j'aime beaucoup la nature, et en fait ce qu'on constate effectivement, c'est que souvent, on croit aimer la nature, on n'aime que les projections de la nature, les symboles que la nature représente pour nous, et finalement on la filtre, on la passe au tamis de notre propre mental humain, sans jamais en fait être réceptif à ce qu'elle est vraiment. En fait, on ne la connaît pas, tout simplement. On se projette, c'est un peu comme dans une relation qui se passe mal, on croit connaître la personne parce que on voit en elle ce qui nous intéresse, ou ce qu'on voudrait, ou on projette ce qu'on veut y voir, mais on n'est pas réceptif à ce qu'elle est vraiment, d'où la merveille de ce travail d'historienne de l'art qui passe par là, qui est d'apprendre à voir, à recevoir ce qu'est vraiment le vivant, à s'intéresser au vivant. C'est un texte absolument passionnant que je conseille à vraiment tout le monde. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça nous montre aussi que finalement, c'est un rapport qui est on a un rapport finalement très intellectuel, en fait, oui, aux choses et à la nature en particulier, alors que la nature est une chose bien concrète, bien vivante, mais on est comme désensibilisé, en fait. Oui, et en même temps, ce qu'on verra dans la deuxième partie de l'émission, c'est qu'il y a vraiment, elle réhabilite Estelle Zonck, un savoir du vivant, un savoir jubilatoire, justement joyeux, et qui est à l'opposé de cette espèce de cérébralisme qui détruit notre rapport. Il y a une alliance possible entre le savoir et la sensibilité. Alors je pense qu'on pourrait peut-être maintenant rentrer dans la compréhension du concept même de la nature, et pour cela je propose que nous écoutions un extrait de film. Il s'agit du film d'Emmanuel Mouret qui est sorti assez récemment, qui s'appelle Chronique d'une liaison passagère. Et dans cet extrait, on entend un couple qui échange sur l'idée de nature en se promenant en forêt au bord de l'eau. Ah, je me sens bien, j'ai l'impression d'être une fleur. Et moi d'être une abeille. Je te vois venir. Ici, j'oublie tout. J'ai l'impression de faire partie du cosmos. Je me rends compte à quel point la nature me manque. Ah non, tu vas t'y mettre toi aussi. Ça t'est jamais arrivé de penser que nous-mêmes on faisait partie de la nature? Qu'est-ce que j'ai dit? Tu parles de la nature comme si on était étranger à elle, comme si elle était hors de nous. Mais on est nous-mêmes la nature. Tu veux dire nous deux? Mais non, tout le monde, tous les êtres humains font partie de la nature. C'est pour ça que c'est impossible qu'elle nous manque. Tu peux dire que les arbres, les champs, les cours d'eau te manquent, mais pas la nature. Enfin, la nature, c'est les forêts, les arbres, les oiseaux, c'est pas la ville. Paris, c'est artificiel, c'est de la production humaine. Mais non, mais moi je suis pas d'accord. Ou alors j'ai jamais vraiment compris ce qu'était la nature. Si l'homme fait partie de la nature, alors tout ce qui se passe en lui en fait partie aussi. Donc nos idées, nos pensées, et ce qu'on fabrique avec nos idées. Les voitures, les usines, les téléphones portables. On dit que le nid d'un oiseau, c'est la nature. Mais qu'un immeuble, c'est pas la nature, c'est pas logique. Puisque toutes nos idées, c'est la nature qui nous les a inspirées. Alors on voit bien dans cet extrait qu'il y a deux conceptions complètement différentes. Une conception où on est un petit peu extérieur, où on se promène à travers la nature, mais ça reste, comme vous le disiez tout à l'heure, une sorte de décor, un écrin. Et puis une conception beaucoup plus radicale qui fait de nous une partie intégrante de cet univers. Oui, on voit aussi au début ce qu'on pointait du doigt avec le fait qu'on charge la nature de symboles qui n'ont rien à voir avec elle, avec le je te vois venir, la projection de la sexualité dans la fleur et l'abeille. C'est le problème qu'a rencontré par exemple la peintre Georgia O'Keeffe qui peignait des fleurs comme les voyaient les abeilles. Et on a pendant des décennies, les critiques d'art ont dit c'était la vision du sexe féminin, c'était une vision sexuelle de la femme, etc. Alors qu'elle disait je vous montre ce que je vois, je vois une fleur comme une abeille la voit. Et il y a aussi effectivement c'est un extrait très riche. Il y a déjà l'expression d'un sentiment de séparation avec la nature, d'un sentiment de manque, comme si donc un appel non conceptuel, une sorte d'appel viscéral d'un lien, Un besoin, oui. d'un besoin.
Et puis, moi, je trouve, honnêtement, ce que dit la femme, je trouve que c'est vraiment un sophisme, parce que on voit très bien ce que ressent cet homme, ce sentiment de séparation, d'être coupé de la nature dans les villes. Effectivement, si on travaille le concept de nature, on peut parfaitement soutenir la thèse de la femme, qui est simplement un jeu conceptuel. La nature, c'est l'ensemble de ce qui est, que ce soit quelque chose qu'on a fabriqué par nous-mêmes, artificiel, ou que ce soit quelque chose qui vient d'un mouvement dont nous ne sommes pas au principe. Donc il y a deux conceptions de la nature, soit l'ensemble de ce qui est, donc par conséquent, aussi nos productions humaines, soit vraiment ce qu'il faut défendre aujourd'hui, valoriser aujourd'hui, qui est un sens un peu large de la nature, ce mouvement de vie dont nous ne sommes pas au principe, dont nous procédons nous-mêmes, qui est en grec la physis, pas du tout la physique au sens newtonien évidemment, c'est toute cette puissance de vie qu'on retrouve dans les arbres, les végétaux, la croissance du corps humain, et évidemment nous faisons partie de cette nature. Donc effectivement, là où tout se joue, c'est le rapport de l'homme à la nature. Est-ce que nous acceptons d'en faire partie ou est-ce que nous vivons dans la séparation? Et si on regarde d'un peu plus près le concept de nature, dont déjà à l'origine il y a une sorte de péché originel de ce concept, c'est quelque chose d'unifiant, d'homogénéisant, la nature, au détriment ça crée une sorte d'aveuglement à l'ensemble des essences individuelles, des présences individuelles. Ce serait plutôt une communion des natures, en fait, dans laquelle on est... Oui, complètement. Et le problème, si on va au fond des choses assez rapidement dans le rapport entre l'homme et la nature, c'est que le sens large de la nature, c'est donc la physis, ce mouvement de vie dont nous procédons, puisque notre corps participe à la nature. Et puis, il y a un deuxième sens, qui est le sens strict, c'est notre nature humaine, l'essence, l'identité profonde. Et ce qu'on constate, en fait, quelque chose qu'on a du mal à voir aujourd'hui, parce que la nature est profondément en danger à cause des activités humaines, c'est que dès l'origine, nous semblons nous définir en tant qu'être humain dans une distinction d'avec la nature, dans une transformation de la nature. La technique, c'est vraiment ce qui permet de transformer ce qui est par l'outil. Et donc l'homme semble vraiment se poser en tant qu'homme dès lors qu'il transforme la nature. Et de la transformation à la séparation, finalement, on n'est pas très loin. Il y a un pas qui a été franchi et qui fait que petit à petit, si je mets à distance la nature, si je m'érige moi en tant que sujet au détriment d'une nature que petit à petit, par l'histoire des idées, je vais considérer comme res extensa, comme disait Descartes, comme matière, comme non-personne, comme non-sujet, comme objet. Petit à petit, il va se creuser une séparation. Cette mise à distance. Cette mise à distance, une fois qu'on a coupé le lien, rien ne peut plus le rétablir, sinon un autre rapport à la nature. Ne reste que quelques minutes à ma vie, tout au plus quelques heures, je sens que je faiblis. Mon frère est mort hier au milieu du désert, je suis maintenant le dernier humain de la terre. On m'a décrit jadis quand j'étais un enfant, ce qu'avait l'air le monde il y a très très longtemps, quand vivaient les parents de mon arrière-grand-père, et qu'il tombait encore de la neige en hiver. En ces temps on vivait au rythme des saisons, et la fin des étés apportait la moisson. Une eau pure et limpide coulait dans les ruisseaux, où venaient s'abreuver chevreuils et orignaux. Et moi je n'ai vu qu'une planète désolante, paysage lunaire et chaleur suffocante, et tous mes amis mourir par la soif ou la faim, comme tombent les mouches, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Plus rien. Plus rien. Alors voilà, qu'est-ce qui peut expliquer cette désensibilisation là, aussi qu'évoque cette chanson des Cowboys Fringants? Alors une manière de nous éloigner d'un juste rapport à la nature consiste finalement, comme on le disait tout à l'heure, à la réifier. La nature devient seulement un pur objet, désincarné, réductible à l'utilisation qu'on en fait. Et c'est réductible aussi finalement à ce dont vous parliez tout à l'heure, à la question des lois et des mesures, à des abstractions, censées la définir, la décrire et l'appréhender. Et ça rejoint aussi ce sur quoi on échangeait tout à l'heure, c'est qu'on est dans une conception qui est purement intellectuelle en fait. Et ça, c'est un appauvrissement qui est quand même notable. C'est une belle chanson que je découvre, je la trouve très touchante et on voit effectivement, alors là on est du côté du désastre, du sentiment de désespoir, d'impuissance, mais ce que la philosophie nous apporte, c'est de comprendre que on en est arrivé là par un travail du concept, par un rapport conceptuel au monde, par un certain rapport au monde qu'on peut penser. Et en fait, voilà ce qu'il faut comprendre. À l'origine, il y a quand même ce fameux immense paradigme, c'est-à-dire ce modèle Galilée, Descartes, Newton, si on peut reprendre, parce qu'il faut savoir que
On peut très bien être galiléen sans jamais avoir lu Galilée, on peut très bien être cartésien. L'homme de la rue est cartésien, comme disait le philosophe Erwin Strauss, sans avoir lu Descartes. C'est un paradigme collectif, c'est une conception du monde qui s'insinue dans les rapports humains, dans les infrastructures, dans les superstructures, dans le langage, partout. Ils étaient cartésiens comme des bœufs, disait Marcel Aimé. Voilà, très beau. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie ? Descartes, à l'origine, il a séparé les substances. Autrement dit, pour savoir ce qu'on était, nous, les êtres humains, notre privilège, il a dit, il y a d'un côté la matière étendue et d'autre la matière, l'esprit et la matière étaient séparés. Donc, de notre côté, il y a l'esprit. Et c'est ça qui nous caractérise et qui fait qu'on est libre. Et en fait, c'est ce qui doit donc primer. Oui, et c'est surtout ce qui fait que c'est l'acharnement du bourreau. Si un bourreau pourra bien vous massacrer, jamais il n'aura votre esprit. Donc ça garantit une forme de liberté, ce dualisme-là. Surtout que Descartes, ensuite, n'était pas matérialiste. C'est-à-dire, oui, il y avait la matière, radicalement distincte, mais il y avait aussi la présence de l'esprit. Sauf qu'aujourd'hui, notre monde n'est entièrement matérialiste. Donc il a hérité de cette séparation absolue entre la matière et l'esprit, mais il a dégagé l'esprit, si on peut dire. Donc il ne restait plus que la matière. Et derrière lui, donc, il y a eu donc la physique newtonienne où vraiment on a réduit le vivant à la matière et à des lois mathématiques. Et on a procédé à une opération de réduction. Tout ceci, ça n'est que une série de lois mathématiques. La variation, le foisonnement infini du vivant, ça n'est que une série de lois mathématiques. Et cette réduction est en fait à l'origine d'une séparation, des sentiments de distance. C'est ce qu'on constate en fait. Contrairement à la très belle chanson des Cowboys Fringants où on sent vraiment qu'on est attaqué dans notre cœur face à la destruction de la nature, que c'est une amitié, ce sont nos amis qui disparaissent. Ce qu'on constate, c'est que le paradigme galiléen qu'ont voulu combattre à tout crin les romantiques crée un sentiment de séparation et d'isolement et de solitude. C'est la phrase de Pascal, la solitude des espaces infinis m'effraie. Donc un sentiment d'angoisse existentielle parce qu'on se sent seul et séparé. Et ce qu'on constate, en fait, ce qu'invite Estelle Zong dans une création jubilatoire, c'est non, nous ne sommes pas séparés. Il y a du lien partout, du vivant partout. Alors on va peut-être écouter justement un autre texte d'Estelle Zong, dans lequel elle met en avant ce paradigme scientifique et ce rapport ou cette lecture de la nature à travers l'explication d'un tableau de Blake qui s'appelle Newton, tout simplement. Assis sur un rocher au fond de l'eau, un homme nu trace au compas des figures géométriques sur un parchemin blanc. Il tourne le dos à la bigarrure du monde vivant, incarné par la multiplicité des formes végétales mystérieuses accrochées au rocher derrière lui. Il se détourne de la myriade des formes sensibles et est absorbé par des abstractions mathématiques. L'univers, écrit Galilée, est écrit en langage mathématique et les caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans lesquelles il est impossible d'y comprendre un mot. Dépourvu de ces moyens, on erre vainement dans un labyrinthe obscur. Pour l'homme nu dans ce tableau, les figures géométriques sur le parchemin sont plus vraies, plus lumineuses, plus solides que le rocher recouvert d'algues, de mousse et de lichen sur lequel il est assis. On ne peut s'empêcher de remarquer le contraste entre la profusion moirée du rocher et l'aridité des figures sur le papier, entre le volume imposant du minéral et les quelques centimètres de papier sous les pieds de Newton. Blake nous donne à sentir comment s'opère une réduction du monde, soulignée encore par ce repli de Newton sur lui-même, un rapetissement de l'humain et une réduction du monde à ce qui est manipulable, mesurable, contrôlable. J'invite l'auditeur à aller regarder sur Internet, à taper William Blake Newton et à voir ce tableau qu'analyse, que permet de voir, de faire voir la belle description de Estelle Zong, où on voit effectivement un homme dans une très belle musculature, nu vraiment, qui tourne le dos à ce rocher foisonnant avec une infinie variété dans la mousse, dans les lichens, et dont le regard est vraiment aigu et entièrement concentré sur un espace très restreint qui est cet espace avec ses figures géométriques. Et on voit vraiment le divorce en fait entre l'intelligence humaine et ce à quoi l'homme a décidé de prêter attention et le vivant. Et ce qui est marrant aussi, c'est que en fait, il observe quelque chose qui est au ras du sol. Et peut-être aussi que c'est une image en fait de rester vraiment au ras du sol. Oui,
Oui, et au lieu d'être déployé dans toute sa stature, il est effectivement entièrement replié, recroquevillé sur lui-même, comme s'il s'amenuisait lui-même. Et la suite du texte nous montre aussi quelque chose de très intéressant. Donc il y a vraiment une séparation entre son visage et notamment son regard assez concentré, aigu, et ce reste de son corps qui, pour le coup, épouse parfaitement le rocher, comme si en fait, il est en même temps qu'il est montré comme séparé, il est en même temps représenté comme appartenant profondément à la nature sensible qu'il rejette. C'est ça le drame de l'humain, c'est qu'il prétend être séparé de la nature alors qu'il en fait profondément partie et que cette nature lui donne un sens, lui donne une essence. Qu'on verra peut-être, on développera un peu plus ça dans la deuxième partie de l'émission. Il y a une imbrication mise en évidence par la sensualité du corps de Newton et l'imbrication dans le rocher. Et donc en un mot comme en 100, regardez ce tableau de William Blake et la situation est résumée. Alors peut-être est-ce qu'il faudrait maintenant évoquer la question du modèle économique que nous développons et qui pèse aussi considérablement, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la nature et qui participe à sa destruction, à l'appauvrissement des ressources et de certaines catégories de population d'ailleurs. Donc l'expansion de ce modèle économique dominant repose justement sur un principe de prédation. Et la nature n'est plus qu'une ressource qu'on exploite, dont on exprime comme on exprimerait le jus d'une orange, jusqu'à la dernière goutte. Mais on voit bien que finalement ce modèle, il est voué à l'échec. Et ça me fait penser à la fameuse citation du chef indien Geronimo, qui dit « Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors enfin nous saurons que l'argent ne se mange pas. » Et il faut bien comprendre que l'individu, nos actions individuelles sont entièrement partie prenante d'un système global et que ces fameuses, la façon dont on vivait avec les saisons, en les temps comme la chanson des Cowboys fringants, avec nos arrière-grands-parents, finalement, nos ancêtres n'avaient pas vraiment de mérite. C'était comme ça. Le système était collectif et c'était comme ça que ça se faisait. Et aujourd'hui, nous sommes entièrement pris en otage par un système qui va à l'encontre de ce sentiment profond de lien, d'harmonie, de besoin qu'on a de nature, et on est en fait condamné à être meurtrier dans chacun de nos gestes individuels parce que les pouvoirs publics ne permettent pas une prise en charge collective. Il faut bien comprendre la différence entre le libéralisme et le néolibéralisme dans lequel on vit aujourd'hui. Le libéralisme laisse faire l'économie, les lois du marché. Le néolibéralisme participe activement à ouvrir le chemin à ces lois du marché, notamment par une sape du pouvoir public, qui est parfaitement logique avec ce système néolibéral. Et ce qu'on constate aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est un peu comme ce que disait le philosophe Baptiste Morisot. Problème avec l'extinction des animaux, de la faune et la flore sauvage, c'est qu'on ne comprend pas parce qu'ils sont totalement omniprésents. Les ours polaires sont sur tous les t-shirts, dans tous les dessins animés des enfants, ils sont omniprésents dans notre imaginaire. Et donc on ne voit pas qu'ils sont en train de disparaître réellement. Et on constate en fait aujourd'hui une vraie stratégie d'invisibilisation des désastres, à l'origine du processus et à son terme. Nous, on profite de nos smartphones et on n'assiste pas à la destruction des terres rares en Mongolie, et au fait que les pollutions créent des rangées de dents supplémentaires sur les bêtes et sont totalement polluantes. Et on ne constate pas non plus en aval les guerres sanglantes au Congo, par exemple, le travail des enfants en Chine. Tout est invisibilisé. Et aussi, je terminerai, où il y a aussi une stratégie de criminalisation des contestations d'ordre écologique, comme si en fait la revendication du bien commun, qui est vraiment c'est le bien commun, l'essentiel, urgent, c'est le bon sens absolu de protester contre ces politiques-là, et aujourd'hui est en fait criminalisée. Et on constate vraiment l'actualité du moment, c'est vraiment les méga-bassines de Sainte-Soline, qui est un système. Une décision parfaitement suicidaire et absurde, valorisée par le gouvernement, qui en fait criminalise ceux qui prétendent s'y opposer. Et on est vraiment dans cette répression rencontrée à Sainte-Soline, dans un aveuglement total sur les urgences écologiques, et vraiment un bond en avant suicidaire de ces politiques néolibérales. D'une certaine manière, on espère par la technique réparer des choses qui ont été abîmées par la technique. Exactement. Alors cette émission dévolue au constat et aux raisons de notre rapport inapproprié à la nature se prolongera la semaine prochaine par une exploration de quelques pistes possibles pour tenter de remédier au problème. À la semaine prochaine.
Écoute-moi gamin, je vais te raconter l'histoire de l'être humain. Au début y avait rien, au début c'était bien. La nature avançait, y avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses gros souliers, des coups de pied dans la gueule pour se faire respecter. Des routes à sens unique qu'il s'est mis à tracer. Les flèches dans la plaine se sont multipliées, et tous les éléments se sont vus maîtrisés. En 2 temps 3 mouvements l'histoire était pliée. C'est pas demain la veille qu'on fera marche arrière. On a même commencé à polluer les déserts. Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire. Tu vas pas mourir de rire, et c'est pas rien de le dire.